beau milieu du désert de l'Utah, un mec est en train de cogiter dans son van. En fait, ça fait même 3 jours qu'il est là, au milieu de rien, tout seul, avec ses pensées. Parce que même si le parc national de Zion est vraiment canon et attire chaque année des milliers de visiteurs, notre gars, là, il est pas ici pour se détendre ou prendre de jolies photos de paysages. En fait, il a un objectif bien particulier en tête. Un objectif que n'importe qui, lui y compris, jugerait complètement insensé. Et au petit matin du 4e jour sur place, alors qu'il se décide enfin à sortir de son camion, il peut pas s'empêcher de se demander s'il vient pas tout simplement de voir le soleil se lever pour la dernière fois. Et le gars dont je vous parle, il s'appelle Alex Honnold. Alors à l'époque évidemment personne connaît Alex Honnold, mais par contre cette voix, Moonlight Buttress, elle est tout simplement iconique. Et cette voix, là, en quittant son camion, il s'apprête tout simplement à la faire en free solo. Et avant de continuer, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vais devoir vous expliquer rapidement ce que ça veut dire grimper une voie en free solo. Et rassurez-vous, parce que grimper en free solo, c'est on ne peut plus simple à comprendre. Ça veut tout simplement dire que tu grimpes sans rien. T'es pas assuré, pas de corde, pas de baudrier, rien. Et pour les 3 du fond qui auraient pas compris ce que ça sous-entend de grimper en free solo, si tu tombes, tu meurs. Alors, il s'élance. Il avale les premières longueurs, assez faciles en un clin d'œil, et il rejoint la fissure mythique de la voie. En dessous de lui, le vide se dessine, mais ça semble pas l'affecter. Chaque geste est précis, calculé, et peu importe qu'il puisse mettre que 3 phalanges dans les prises, il a pas besoin de plus. La fissure est parfaite, les prises de pied quasiment inexistantes, mais heureusement, ça l'empêche pas d'avancer et de continuer de progresser dans la voie. Il finit par arriver au crux, qui est le passage le plus difficile d'une ascension. Alors, il pose sa respiration. Il calibre chaque micro-mouvement et, doucement, move après move, il sort du crux. Et à cet instant-là, il sourit. Ouais, il sourit parce que il comprend qu'aujourd'hui, il verra encore le soleil se coucher. Parce qu'après ça, le reste de la voie, il sait que c'est du gâteau pour lui. Et si vous avez trouvé ça impressionnant, je vous conseille vraiment de vous installer bien confortablement parce que vous êtes clairement pas prêt pour la suite. Bon, comment on peut bien se retrouver à mettre ses doigts dans une fissure de quelques centimètres alors qu'on se trouve à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol et que la moindre chute nous envoie directement dans la tombe? Pour comprendre les raisons qui ont poussé Alex à se tourner vers le free solo, on va devoir retourner quelques années en arrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alex Honnold, pendant son enfance, il n'avait pas vraiment de passion. Alors, dès qu'il découvre l'escalade durant son adolescence, c'est tout simplement la révélation. Pendant les premières années, il va apprendre à grimper en salle dont il sort absolument jamais. Un peu comme toi, Arcos Nation. Mais au bout d'un moment, il a vraiment bien progressé et il trouve plus tellement de défis dans la salle qu'il connaît bien. Alors, fatigué des prises en résine, fatigué de grimper encore et toujours les mêmes voies, il décide d'aller découvrir les falaises. Le problème, c'est qu'Alex, même s'il est devenu un super bon grimpeur, il est toujours aussi timide. Et quand je dis timide, je dis pas juste embarrassé comme vous et moi lorsqu'on doit s'adresser à une jolie fille dont on veut prendre le numéro. Non. La timidité d'Alex Honnold, elle est carrément maladive. Et à l'époque, il a pas non plus trop de potes, donc il arrive seul au pied des falaises. Alors, il voit bien quelques grimpeurs, les voix lui donnent envie, mais il ose tout simplement pas aller leur demander de grimper avec eux. Personnellement, quand j'ai personne avec qui grimper, je vais bosser sur mes vidéos YouTube. Une fois que j'ai fini, je suis très content, je bois des bières, mais Alex Honnold, il est un peu différent. Donc, sans personne avec qui grimper, il va tout simplement décider de grimper sans assurage. Évidemment, il va commencer par des voies très très simples où il est absolument certain de pas tomber, juste pour pouvoir faire quelques mouvements et kiffer sa grimpe. Mais plus le temps passe, plus il progresse, plus il va s'attacher à cette sensation grisante de grimper sans rien. Et surtout qu'Alex Honnold, il grimpe vraiment bien. Ce qui va lui permettre de s'attaquer à des voies de plus en plus dures tout en conservant une marge d'erreur vraiment confortable. Et plus il grimpe, plus il prend confiance. Plus il prend confiance, plus il s'attaque à des trucs durs. Et plus il s'attaque à des trucs durs, plus il progresse. Et plus il apprend à contrôler sa peur dans les moments inconfortables. Et plus il apprend à contrôler sa peur, plus il peut continuer de grimper en free solo.
Donc après des études menées de manière, disons, assez expéditive, il va emprunter le van de sa mère et partir à la rencontre de voix mythiques comme Astroman, le premier CETA des États-Unis qui va évidemment vouloir grimper en free solo. Et clairement à l'époque, Alex il cherche pas du tout à vivre de la grimpe, non c'est pas son délire. Lui il veut juste grimper des trucs de plus en plus durs, de plus en plus iconiques, jusqu'à Moonlight Buttress qu'on a vu en début de vidéo. Mais après son exploit dans l'Utah, qui lui vaudra quand même une certaine renommée dans le cercle très fermé des grimpeurs de super topo, il va chercher un nouvel objectif. Et vous vous en doutez, encore plus ambitieux. Et lorsqu'on parle d'objectifs de grimpe ambitieux aux États-Unis, il y a un endroit qui ressort tout de suite. Un endroit plein de légendes, plein de personnages tous plus tarés les uns que les autres, plein d'exploits en tout genre. Cet endroit, c'est la vallée du Yosemite. Ok, qu'est-ce qui fait que le Yosemite c'est aussi iconique ? C'est simple. C'est tout simplement là qu'on retrouve ce qu'on appelle les Big Walls les plus hauts du monde. Et un Big Wall, comme son nom l'indique, c'est une falaise gigantesque de plusieurs centaines de mètres. Pour que vous vous rendiez bien compte, les 3 grandes familles de l'escalade, ça va être le bloc, des petits cailloux de quelques mètres de hauteur. Ensuite, on a la voie qui font en général entre 10 et 40 mètres. Ensuite, on va avoir la grande voie qui sont tout simplement des voies qu'on va enchaîner comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des longueurs. Et en général, on en a entre 3 et 10. Et au-dessus de la grande voie, il y a les Big Walls, des falaises qui sont tellement hautes qu'il faut plusieurs dizaines de longueurs pour en atteindre le sommet. Et c'est tellement long que les grimpeurs qui est aussi attaqué, et parmi la masse de grimpeurs, il y en a déjà vraiment pas beaucoup. On s'attaque clairement pas à un Big Wall comme on irait faire sa petite séance à taper des bleus chez Arcos Nation. Non, ça n'a rien à voir. Ces mecs tellement chauds, ils doivent carrément emmener de quoi dormir sur la paroi tellement c'est long et difficile à grimper. Gravir un seul de ces sommets mythiques, c'est déjà un accomplissement en soi dans une vie de grimpeur. Et donc là, en recherche d'objectifs complètement démesurés, c'est dans ce parc qu'Alex va décider de garer son camion. Et depuis le bas, alors qu'il lève les yeux au ciel, parcourant les sommets à la recherche de son prochain objectif à tenter en solo intégral, il va prendre sa décision. Le Half Dome, rien de moins que le 2e plus haut sommet de la vallée du Yosemite. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que contrairement à Moonlight Buttress qu'il avait travaillé jusqu'à connaître chaque microprise, il va décider de rajouter un peu de piment, comme il l'a dit. En gros, moins le bosser. Il va chercher à moins le bosser pour moins connaître la voix, pour que ce soit plus dur. Et déjà que c'est complètement taré de faire du solo intégral sur des Big Walls, le faire sans une préparation extrême en amont, ça se passe de commentaires. Mais les commentaires, Alex Honnold, il en a rien à taper. Donc sans écouter absolument aucun avertissement de sa famille ou de ses amis, il se contente de lasser ses chaussons, de se rendre au pied de la paroi et de faire ce qu'il sait faire de mieux. Les longueurs s'enchaînent, mais assez rapidement, il se rend compte d'un truc. Il est clairement pas aussi à l'aise que d'habitude. Là où normalement il est fluide, il se retrouve à hésiter. C'est tellement énorme qu'il est même plus sûr d'être dans la voie, tous ressemblant dans cet océan de granit. Il voit bien quelques vieux spits, mais il y a tellement de voies. Comment savoir si c'est pas égaré ? Alors il continue, mais il est obligé de se rendre à l'évidence. Il fatigue beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Il voit bien quelques spits, quelques bouts de corde qui lui permettraient de grimper plus facilement et de s'économiser un peu, mais s'il fait ça, il triche. Et son ascension en libre est fichue. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, je vais devoir vous expliquer en 2 secondes. En gros, en grimpe, il y a 2 façons de grimper une voie. En libre ou en artif. En libre, c'est simple. Tu as le droit d'utiliser que ton corps et la paroi. C'est-à-dire que des prises de main où tu mets tes mains, des prises de pied où tu mets tes pieds, et c'est tout. Les points de protection, tes dégaines, ton matos, etc., ça ne sert qu'à t'assurer, tu as le droit de tirer sur rien. Alors qu'en artif, c'est l'inverse, t'as le droit à tout. Si tu veux clipper une dégaine et venir tirer dessus parce que t'arrives pas à utiliser les prises du rocher, t'as le droit. Si tu veux mettre une petite pédale, etc. parce que t'avais pas de prise de pied, t'as le droit. Si tu veux faire ce que tu veux, tu peux. Ok ? C'est la grosse différence entre le libre et l'artif. Et Alex Honnold, il a de l'ego. Alex Honnold, il grimpe pour la pureté du geste. Donc évidemment que son ascension, il veut la faire en libre, sans tricher. Alors il se calme comme il peut, et il continue. Encore et encore. Jusqu'en haut.
Et là, même si tu cherches pas la célébrité, même si tu fais des trucs dans ton coin sans trop en parler, tu vas te mettre à intéresser les gens. Et clairement, faire un truc aussi taré que grimper le Half Dome en free solo, ça intéresse les gens, que tu le veuilles ou non. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est tout simplement redéfinir les limites du possible de l'escalade en free solo. Après son enchaînement en solo du Half Dome, Alex Honnold devient malgré lui une petite célébrité. On l'invite à des journaux télévisés, on lui propose de faire des films sur ses ascensions, bref, il sort définitivement de l'anonymat. Et la question que tout le monde se pose, y compris lui-même, c'est... Ok, après avoir fait des trucs aussi dingues, c'est quoi la prochaine étape ? Le problème, c'est que la seule paroi plus impressionnante que le Half Dome dans le Yosemite, c'est El Capitan. Et El Capitan, non seulement c'est beaucoup plus haut, mais c'est aussi beaucoup plus dur. Donc c'est juste trop gros, trop ambitieux. Le tenter en free solo, ce serait du... Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer de faire en sorte d'éviter la censure YouTube. Donc c'est pas possible, donc faut trouver autre chose. Mais heureusement pour lui, même si pour l'instant tenter un free solo plus ambitieux que le Half Dome, c'est pas possible, dans la vallée, il reste beaucoup de choses pour s'amuser. Un truc à bien comprendre à ce moment-là de la vidéo, c'est que le Yosemite, c'est aux États-Unis. Et aux États-Unis, on aime la compète, on aime les défis, et surtout, on aime montrer que c'est moi le plus fort. Donc ça a débuté dans les années 50, où le but était simplement d'atteindre les sommets, réputés comme impossibles à l'époque. Et si vous voulez en apprendre plus sur tout ça, je vous renvoie à ma vidéo « Comment l'escalade est devenue un sport de bobo ». Donc une fois qu'on avait tout gravi, le but ça va être d'atteindre tous ces sommets en libre. Et cette histoire s'achèvera avec Lynn Hill, qui libérera El Capitan avec la voix The Nose en libre en 1993, et qui sortira cette voix absolument iconique « It goes by ». Mais bref, une fois que tous les sommets avaient été gravis en libre, il a fallu passer à d'autres défis. Parmi tous ces défis, on retrouve évidemment le fait d'ouvrir des voies de plus en plus dures sur ces parois, mais aussi l'escalade de vitesse. Et si aujourd'hui la vitesse est surtout ça... Sam Watson had the better start of the pair, but Riese is really giving this one a go. It's going to be on the bottom. This one it is. And it's Sam Un truc Watson. absolument pas intéressant et chiant à regarder. Dans le Yosemite, l'escalade de vitesse, c'est beaucoup plus stylé. Planet. It's badass to have the speed record on the most bitch. Need for speed blows past concerns for safety. The race for the nose record is coming down. Parce que là, ça veut dire qu'il va y avoir un paquet de records à taper, soit en enchaînant une voie précise le plus vite possible, soit en enchaînant carrément plusieurs big walls le plus vite possible. Et Alex, on va pas se mentir, la compète, en tout cas au début, c'est vraiment pas du tout son délire. Il s'en fiche complètement. Par contre, son délire, c'est de se rapprocher de la forme la plus parfaite de l'escalade. Et qui dit une grimpe parfaite, ça veut dire une grimpe fluide. Et qui dit une grimpe fluide, ça veut dire grimper vite. Et en plus, Alex, il est assez endurant, donc il est à peu près sûr de pouvoir enchaîner les 3 big walls mythiques de la vallée sans prendre trop de repos entre chaque. On a d'abord le mont Watkins, 610 mètres, qui demande 2 à 3 jours pour être gravi. Ensuite le Half Dome, dont on a déjà parlé, qui prend 3 jours à lui tout seul. Et enfin, El Capitan, un monstre de près d'1 kilomètre de haut qui demande 5 jours de grimpe par sa voie la plus classique, le Nose. En cumulé, pour une cordée normale, et quand je dis normale, on parle déjà de grimpeurs très expérimentés, ça prendrait environ 10 jours non-stop pour grimper ces 3 sommets. Au moment où Alex débarque dans la vallée, le record actuel détenu par Dean Potter et Hans Florin, et d'ailleurs retenez ces noms, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, il était à ce moment-là d'avoir enchaîné 2 big walls à la suite en moins de 24 heures. Mais Alex, il est à peu près sûr de pouvoir faire mieux, à condition évidemment d'avoir un partenaire capable de le suivre dans cette aventure, parce que normalement, l'escalade de vitesse de big walls, ça se fait pas tout seul. Et là, Alex, il sait qu'à part lui-même, il n'y a qu'un seul mec possible dans la vallée pour pouvoir le suivre et enchaîner 3 big walls à la suite. Et ce mec-là, c'est Tommy Caldwell. Un vétéran du Yosemite qui connaît chaque voie de chaque paroi par cœur.
Caldwell, clairement, c'est vraiment pas un débutant et ce mec a une histoire tellement dingue que je vous en reparlerai sûrement un jour dans une vidéo dédiée. Mais pour vous donner une idée, il a déjà été pris en otage au Kyrgyzstan, il a perdu un doigt dans un accident, mais ça l'a pas empêché de repousser les limites de la difficulté sur les big walls de la vallée en ouvrant des voies de plus en plus dures jusqu'au mythique Dawn Wall, qui est simplement la grande voie la plus dure. Donc clairement, c'est de ce mec-là précisément qu'Alex a besoin pour essayer de battre le record. Et Tommy, ça le tente aussi, mine de rien, parce que même s'il est pas dans la compète lui non plus, enchaîner 3 big walls à la suite en moins de 24 heures, c'est un putain d'exploit. Et il va en être. Alors, il va dire... Ça me semble un peu compliqué, Alex, mais... vas-y, on peut essayer. Alors, il s'encorde. I'm wearing a helmet. First time for everything. Et part dans la première longueur du premier big wall et évidemment ils enchaînent les 3 à la suite. Évidemment qu'ils l'enchaînent. Et là je sais que vous êtes en train de vous dire hein, quoi, mais c'est tout, tu nous détailles pas plus que ça, tu nous racontes pas les péripéties de l'enchaînement, ça a l'air incroyable, tu te fous de nous Papel, qu'est-ce que c'est, nana. Je sais. Mais le problème, c'est que cette vidéo, elle va être longue. Je sais qu'elle va être longue et je suis obligé de faire des choix. Et même si ce que je viens de raconter, ça a l'air absolument impressionnant, et ça l'est, il y a des trucs tellement plus dingues qui arrivent qu'il faut essayer d'aller un petit peu vite. Donc, pardonnez-moi, mais vous allez voir, c'est un délire. Parce que peine Alex est redescendu du dernier big wall qui se dit « Ok, c'était cool, but not a big deal. Je pense que je peux faire mieux. » Si je suis tout seul. Alors, il va tout simplement décider de tenter l'enchaînement de ces 3 sommets mythiques en solo. Et là, je vais devoir rapidement vous expliquer la différence entre solo et free solo, parce que ça peut être un peu compliqué à comprendre pour des gens qui sont pas habitués à la grimpe. Le free solo, c'est ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. C'est simple, tu grimpes, t'as rien, tu tombes, tu meurs. Par contre, on peut grimper techniquement en solo, en cordée, en étant assuré. Sauf qu'on gère soi-même ses points de protection, on gère soi-même son assurage et c'est évidemment beaucoup plus dangereux que de grimper avec un partenaire. Mais, techniquement, c'est possible. Le problème, c'est que c'est super long, parce que en gros, le grimpeur doit partir une première fois dans la voie, classiquement comme il le ferait avec un partenaire, puis redescendre en rappel pour récupérer tout le matériel qu'il a laissé dans la voie, et remonter au jumard pour atteindre le relais avant de pouvoir continuer. Donc en gros, en solo en cordée classique, tu dois te farcir 3 fois la même longueur. Et autant vous le dire tout de suite, lorsqu'on parle d'escalade de vitesse, c'est inenvisageable. Heureusement, il y a une solution pour éviter ça sans non plus se retrouver totalement en solo intégral, c'est ce qu'on appelle le daisy chain solo. Et le daisy chain, pour simplifier, c'est un peu comme les longes d'acrobranche ou de via ferrata qu'on a au Baudrier, où vous savez, on vous disait jamais, surtout tu ne décroches pas les 2 mousquetons en même temps, il faut toujours que t'en aies un et puis tu envoies les 2. Et d'ailleurs, vraiment, respectez ces consignes de sécurité parce qu'un accident, ça peut vite arriver. Alors que je faisais cette tyrolienne sans respecter évidemment absolument aucune consigne de sécurité, il y a ce mec qui a décidé de m'interpeller pour me rappeler à l'ordre. Et... Bon, après, vous êtes sûrement pas aussi débile que moi, et d'ailleurs, le J, si par hasard tu regardes cette vidéo, sache que je suis encore... vraiment désolé. Mais bref, Alex Honnold, autant vous dire qu'il va pas du tout s'amuser à bien gentiment clipper un mousqueton, puis l'autre, etc. Non, pas du tout. La sécurité, là, elle va devenir complètement anecdotique. I go up with just my harness, 2 daisy chains, 6 or 7 cams, maybe like a sling, and like that's it. No rope. Il va simplement alterner entre solo intégral et se sécuriser que dans les passages les plus difficiles. Et autant vous le dire qu'alterner des passages entre solo intégral et rapidement assuré par un mousqueton, ça demande un effort cérébral intense. Et c'est du coup hyper dangereux. Mais il a un record à battre et clairement pas de temps à perdre, alors il s'élance. Et les règles du speed climbing, c'est simple. Il n'y en a pas. Là, pour le coup, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu peux grimper en solo intégral, tu peux grimper en libre, tu peux grimper en artif, tu peux tirer sur tous les points que tu veux. La seule règle, c'est de devoir aller vite.
Alors, clairement le premier sommet se passe bien, il est dans le flow, il est fluide, juste archi concentré pour savoir s'il est toujours assuré ou en free solo. Et on assiste à un des shoots les plus flippants de sa carrière, rappelant qu'une chute peut arriver vite, très vite. Heureusement, après cet incident, tout se passe bien et il arrive au sommet sans trop de difficultés, mais ça reste le premier et le plus facile. Alors, arrivé en haut, il doit tout redescendre et à peine le temps de manger un bout de surposé qu'il doit repartir. Parce que là, c'est le plus gros morceau de son truc qui l'attend. El Cap. Bref, dans la nuit, il progresse jusqu'à ce qu'il se fasse une grosse frayeur. Un base jumper venait de se faire un saut de nuit parce que c'est complètement illégal, mais il se reprend et il continue. Seulement éclairé des étoiles et de sa frontale, il avance fluidement jusqu'au sommet, mais arrivant en haut, il est forcé de se rendre compte qu'il commence à être vraiment claqué. Là, il se rend compte qu'attaquer le Half Dome après tout ça, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais il se rend quand même à l'attaque. Et en moins de 24 heures, il complète l'une des réalisations les plus ambitieuses de la vallée. Est-ce que ça lui a suffi ? Pas du tout. Mais pour vous parler de ça, on va devoir faire un petit bond dans le temps, 6 ans plus tard. Je vous ai dit que la vallée c'était un endroit compétitif, mais s'il y a une compétition reine, c'est celle du record de vitesse sur le Nose d'El Capitan, qui est la voie la plus iconique de la vallée. Pour que vous vous rendiez compte du truc, si aujourd'hui elle prend 5 jours à être gravie pour une cordée classique, il y en a qui cherchent à exploser son record de rapidité. 8, Et là, c'est un immense bordel, mais pour essayer de simplifier au maximum, les deux plus grands protagonistes de cette course de vitesse étaient Dean Potter contre Hans Florin, qui, tour à tour, pendant des années, n'ont pas arrêté de se chipper le record. Jusqu'à même faire une cordée ensemble, histoire d'avoir le record ensemble, pour bien montrer que c'était eux les meilleurs. Alors, il y a bien eu quelques autres participants, comme les frères Hubers, qui jugeaient cette compétition complètement stupide, mais qui voudront quand même gagner, parce que les Allemands aiment bien se battre contre les Américains. Mais là, si je devais énumérer chaque record, chaque compétiteur, etc., on en aurait pour des plombes. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu, à l'image de ces grimpeurs, et retenez juste que c'est très compétitif, et qu'on en est déjà à des records de vitesse absolument ridiculement courts pour une voie de cet acabit. Par contre, je peux vous expliquer comment fonctionne l'escalade de vitesse que j'avais volontairement omis lors de l'ascension d'Alex Honnold et Tommy Caldwell lors de leur enchaînement des 3 premiers Big Woods. Lorsqu'on fait une grande voie de manière classique, un premier grimpeur part en tête. Assuré par son second, il atteint le relais, puis assure son second, qui récupère au passage l'équipement de protection, et arrivé au relais, il passe en tête pour la deuxième longueur, et ainsi de suite jusqu'en haut. C'est ce qu'on appelle l'escalade en réversible. Mais vous vous en doutez, quand on cherche à aller vite, c'est pas vraiment très efficace d'attendre à chaque fois un deuxième grimpeur qui est en train de grimper pendant que toi t'es en train de poireauter. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et pour contrer ce problème, on va faire ce qu'on appelle de l'escalade en simultané. En gros, les deux grimpeurs vont progresser en même temps. Alors, c'est évidemment beaucoup plus dangereux parce qu'il n'y a jamais vraiment trop d'assurage et il faut clairement éviter de tomber parce que si un des grimpeurs tombe,
bah son poids va probablement entraîner le deuxième là-dedans. Autant vous le dire, ça fait pas envie. Falling! Whoa, you okay? Mais ça va quand même beaucoup plus vite, donc pour de l'escalade de vitesse, c'est ce qu'on choisit de faire. Ok, là on n'a plus besoin d'assurer l'autre, donc on gagne du temps. Mais un autre élément problématique en escalade de vitesse, c'est la pose de protection. Parce que on doit s'arrêter, sortir le gear, le placer correctement, passer la corde dedans, bref, on perd beaucoup de temps dès lors qu'on pose des protections. Alors pour gagner du temps, bah, on en pose le moins possible, jusqu'à des passages où on en pose pas du tout, d'où cette phrase absolument mythique de l'escalade de vitesse dans la vallée du Yosemite. Et oui, est-ce que c'est dangereux? Bien sûr, c'est hyper dangereux. En escalade de vitesse, faut se dire que c'est un peu comme en free solo, t'as pas le droit de tomber. Ok, tu vas pas te tuer, mais regardez Hans Flerwin qui va se casser les deux jambes en tombant, Queen Brett, une autre spin climbeuse qui se brisera la colonne et finira paralysée à vie. Bref, la vitesse sur El Cap, c'est dangereux. Mais pour en revenir à Alex, aussi étonnant que ça puisse paraître, il détenait déjà le record de vitesse sur le nose qu'il avait conquis avec Hans Flerwin. Et il semblait que jusque-là, bah, personne n'ait vraiment envie de le prendre jusqu'à ce que 5 ans plus tard, 2 petits mecs débarquent dans la vallée et viennent lui piquer. Et je dis 2 petits mecs parce que face aux légendes de la vallée qui s'étaient battues pour le record, bah, pratiquement personne les connaissait et ils vont pas se priver d'aller narguer gentiment Alex. Et même si au début, Honold n'aimait pas spécialement la compétition, il a fini par y prendre goût. Hey, congrats, you know. A quick little like, hey, good job, guys. All right, I'm calling Tommy. Donc là, il va appeler la seule personne capable de le suivre là-dedans, et vous en doutez, Tommy Caldwell. Et à partir de là, ils vont se mettre à élaborer leur stratégie. Now his rope is just flossing across the ledge. Nothing like critiquing someone else's climbing while you sit and eat chips. Et la stratégie d'Alex, ça va surtout être de virer le plus de protection possible, ce qui est pas spécialement du goût de Tommy. I'm already seeing it when we're going through our rack. He's like, oh, we can remove this piece, we can remove this piece. And I'm like, let's not take that too far. Let's drop the cam hook. Screw that. Maybe I'll leave these micro nuts. So we will maybe need to put another nut in the gray roof tomorrow. If it's this nut, then I'm not going to feel that much more secure anyway. Do you want to drop the green C3? Yeah, sure. Just take one thing off the harness. Donc l'idée va être de travailler la voix, de répéter les séquences pour voir où et quand placer des protections, lesquelles sont absolument indispensables pour viser le temps le plus parfait possible, la barrière symbolique des 2 heures. En termes d'exploit, avaler les 1000 mètres du nose en moins de 2 heures, c'est du même niveau que courir un marathon sous cette barrière ultime. Et encore aujourd'hui, personne n'a réussi. Mais avant de penser à la barrière des 2 heures, il faut déjà récupérer le record, ce qu'ils feront en perdant beaucoup trop de temps à cause de problèmes logistiques. The Great Roof. These 2 Basque women who we passed twice before in the week had just finished aid climbing the pitch. And so But then I just start getting tangled in the equipment from the Basque ladies. Oh, fuck. I lowered out and then I went to pull the loop, but it was just caught. The only quick solution I could think of was to untie and pull the rope as fast as I could and then tie back in. Alex had gotten stopped because he didn't have any rope left. He's just kind of like waiting for me right in the middle of the crux of that pitch. the rope as tight as you can and then start pulling on Tommy. Hey, Tommy! Final slabs as fast as I can. Come on, Tommy! All of a sudden I just get jerked to a halt. Mais ils s'en fichent, parce qu'une fois en haut, leur corps en poche, ils comprennent que, sans ces erreurs, ils peuvent marquer l'histoire. Do something together that feels transcendent. Come on, Tommy! Come on! Go fast! Yes, come on! Ah! Yeah! Yeah, Tommy! You do it? Oh, yeah.
Dude, 158. 158.07. Whoa! Yeah. Le problème, quant à réaliser des exploits que la plupart des gens jugeaient surhumains, c'est que c'est difficile de faire mieux. Alors, pendant un moment, Alex il s'est bien essayé au bloc, réalisant au passage quelques-uns des highballs les plus difficiles du pays, qui sont tout simplement des blocs gigantesques où clairement, vaut mieux éviter de tomber. Mais, entre vous et moi, regarder Alex Honnold faire du bloc après tout ce qu'on a vu ici... Mais, pour une fois, l'idée saugrenue qui va suivre, elle n'est pas du fait d'Alex, mais bien de Tommy Caldwell. Tommy, à la différence d'Alex, il aime bien l'alpinisme, et c'est principalement un grimpeur bien sûr, mais il peut pas s'empêcher d'être attiré par les sommets enneigés, ce qui est pas du tout du goût d'Alex. Lui, il est habitué au soleil de Vegas, il déteste le froid, et devoir attendre des journées entières les bonnes conditions climatiques, ça l'emmerde profondément. D'ailleurs, il a détesté pratiquement toutes les expéditions en milieu hostile auxquelles il a participé. Grimper avec des piolets, des crampons, bref, encombré de matériel, ça l'emmerde, et en même temps, quand tu cherches une grimpe aussi pure que celle du free solo, ça peut se comprendre. Mais Tommy, c'est un des meilleurs potes d'Alex. Et Tommy, il a un rêve. La Fitz Traverse en Patagonie. Et là, c'est le moment de vous présenter le bourbier dans lequel il s'apprête à s'engager. Parce que la Patagonie, c'est pas Yosemite. Ici, il faut maîtriser l'escalade sur neige et sur glace dans des conditions climatiques changeantes et beaucoup plus hostiles que la douceur californienne. Et le massif du Fitzroy, c'est sauvage, c'est peu fréquenté, donc pas nettoyé, ce qui entraîne d'énormes chutes de pierres de manière complètement aléatoire. Ici, pas d'équipement de protection, pas de secours possible. Tu dois te démerder entièrement tout seul. Ici, l'objectif de quasiment tous les alpinistes, c'est d'atteindre le sommet du Fitzroy, la dent principale du massif. Et rien que ça demande des années et des années d'expérience d'alpinisme. C'est vraiment pas une mince affaire et un paquet de gens ont déjà perdu la vie là-dedans. Mais le Fitzroy, il fait partie d'une ligne d'arête qui, pour la petite histoire, représente le logo de la marque de bobo Patagonia. Et malgré de nombreuses expéditions d'alpinistes ultra expérimentés, personne n'a encore réussi. L'enchaînement de ces 7 sommets mythiques, c'est précisément le rêve enfoui de Tommy Caldwell. Donc, pour se donner une chance, il va s'entourer de l'équipe d'alpinistes la plus expérimentée qu'ils connaissent, réunir des plans pas du tout. Il va juste appeler son pote Alex, qui connaît absolument rien à l'alpinisme, point qu'il va se pointer au camp de base sans casque, sans crampons de réelle qualité, en se disant que bon, ça sert à rien. It's not a big deal. Là, ça paraît complètement insensé, et ça l'est, mais pour que vous compreniez bien pourquoi Tommy il appelle Alex, c'est que un des plus gros obstacles pour tenter la Fitz Traverse, c'est le temps. Parce que les conditions climatiques de la Patagonie sont extrêmement changeantes, et pratiquement toutes les expéditions ont été mises en déroute à cause de tempêtes qui les empêchaient de continuer. Et s'il y a bien un truc qu'Alex Honnold sait faire, c'est grimper vite. Mais aller vite, c'est très bien, mais là, c'est pas suffisant. Parce que c'est pas juste de l'escalade, c'est de l'alpi. Alex, il y connaît rien, il sait même pas se servir d'un piolet. Et dans le petit village d'El Chaptel, au pied du Fitzroy, ils mettent au point leur stratégie pour venir à bout de ce projet de taré. Et leur plan, il est plutôt simple à comprendre. Dès que c'est de la roche, ça va être Alex qui passe en tête. Dès que ça va être de la neige ou de la glace, ils inversent les rôles, Tommy part en tête et Alex le suit au jumas. Et on embarque le moins d'affaires possible pour être le plus léger possible pour avancer le plus vite possible. Et dès qu'on a une fenêtre météo, on va aussi vite qu'on le peut avant de se prendre une tempête sur la tronche. Alors ils perdent pas de temps et foncent faire ce qu'ils savent faire de mieux. Sans trop de galères, ils atteignent le premier sommet. Et pour l'instant, Alex, il semble trouver ça plutôt marrant.
La suite de la traversée se passe bien, ils montent leur camp, et pour l'anecdote, Alex estime que la doudoune lui revenait de droit, puisque lui il avait plus l'habitude de la chaleur de la Californie que Tommy Caldwell qui était plus habitué au froid, etc. Donc il garde la doudoune pour lui, alors que objectivement, qui se prend toute la neige, qui se prend toute la flotte, qui se prend toute la glace, c'est Caldwell qui finit trempé. Bref, Honold et Caldwell prennent vraiment du plaisir, du moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'attaque du colosse de l'arête, le Fitzroy. Là, il commence à comprendre que ça risque d'être une autre paire de manches, mais c'est de la roche. Alors, c'est à Alex de passer en tête. La première partie déroule, mais alors les difficultés commencent vraiment et c'est de la glace, donc à Tommy de reprendre la tête. C'est déjà un miracle qu'ils aient atteint le sommet du Fitzroy sans réelle expérience d'alpinisme, mais le Fitzroy, ça reste qu'une étape de la Fitztraverse. Alors faut continuer. Là clairement, moins de blagues, les visages sont plus graves, la fatigue commence à s'accumuler, mais inlassablement, ils enchaînent, alternant tantôt en tête, tantôt en second, en fonction du terrain, s'en suivant à leur plan. Et à force de rappel sur de la roche gelée, ils ont défoncé leur corde. Donc pour l'économiser, ils doivent la couper, ce qui les freine un petit peu. Mais de toute façon, là, ils sont trop loin pour faire marche arrière. Ils sont épuisés, détruits, mais arrivés à la base du dernier sommet, alors ils reprennent courage et foncent dans la dernière ligne droite de ce supplice. Et même si en rentrant de Patagonie, il est très content d'avoir pu aider son ami Tommy Caldwell à réaliser son rêve, il peut pas s'empêcher de repenser au sien. Et yo, salut, c'est du coup le Pierre du futur qui était tout content d'avoir finalisé sa vidéo, qui avait passé 1 mois et demi dessus à la bosser. Sauf qu'au moment où j'ai voulu la publier sur YouTube, je me suis fait directement striker pour droit d'auteur à cause des passages de Free Solo que j'avais utilisés, et ce qui n'a pas trop plu à Disney+. Donc bref, je peux tout simplement pas vous partager la dernière partie qui traite en fait du solo et d'El Capitan, et je me retrouve obligé de vous inciter, si vous voulez connaître cette histoire, à aller le regarder sur Disney. Bref, désolé pour ce petit problème. Ok, le moins qu'on puisse dire, c'est que réaliser une vidéo sur Alex Honnold, c'est pas facile. Il faut condenser les différents documentaires, les différentes vidéos, les différents livres qui existent sur lui, et essayer de créer un tout un petit peu cohérent qui puisse vous tenir en haleine. Mais je vais pas vous mentir, il y a quand même un petit truc qui me chiffonne. Ce truc qui me chiffonne, c'est de complètement passer sous silence l'engagement d'Alex en matière d'écologie, en matière d'humain. Il a d'ailleurs une fondation qui a été créée pour ça, pour ramener de l'électricité à ceux qui étaient dans le besoin, et de pas en avoir parlé du tout. Et d'ailleurs, lorsqu'il peut être en interview, c'est un truc qui reproche au créateur, qui parle de lui, de faire passer toutes ses ascensions au-delà de son engagement. Et mine de rien, c'est exactement ce que je viens de faire. Parce qu'on est sur YouTube et que je peux pas me permettre de m'écarter du sujet principal de la vidéo, mais malgré ça, ça me fait un peu chier. Donc, si cet aspect-là d'Honnold vous intéresse, je vous mettrai évidemment tous les liens en description et d'ailleurs toutes les sources que j'ai utilisées pour la réalisation de cette vidéo. Et je voulais en profiter pour vous remercier du fond du cœur, à vous qui êtes toujours là, qui avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, un énorme merci. Vous êtes clairement les meilleurs. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de la grimpe ou sur tout simplement comment progresser en escalade, je vous laisse checker tout le reste de ma chaîne, elle est là pour ça. C'était Papel, d'ici la prochaine, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous, et éclatez-vous, et chauffez-vous, et surtout, abonnez-vous.